Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox Soir. Le gouvernement envisage de rouvrir l'école le 1er juin prochain. C'est ce qui transparaît d'une annonce faite par le Premier ministre chef du gouvernement hier. Les établissements scolaires fermés le 17 mars dernier dans le cadre des 13 mesures envisagées par le gouvernement dans la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus pourraient donc rouvrir leurs portes le 1er juin prochain. Cette décision officielle du président de la République annoncée par le Premier ministre chef du gouvernement intervient quelques jours après une folle rumeur qui a circulé au sujet du retour à l'école le 21 avril prochain. Alors que dans de nombreux pays, on envisage plus de 3e trimestre du tout, l'année scolaire étant considérée comme bouclée, Yaoundé pense que l'école pourrait reprendre le 1er juin prochain. Qu'est-ce qui fonde cette décision du gouvernement? Au regard de l'évolution de la pandémie, peut-on espérer un retour à la normale d'ici à juin prochain? Quels peuvent être les avantages et les inconvénients d'une telle annonce sur l'attitude des populations par rapport à la lutte contre la propagation du coronavirus? Retour à l'école envisagé pour le 1er juin prochain dans un contexte où le nombre de cas de Covid franchit la barre de 1000, c'est le fait du jour. Sur le plateau d'Equinox Soir, ce vendredi 17 avril 2020, deux hommes politiques, Charles Lisan, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Oh, ça fait quand même bizarre de faire Equinox Soir avec Duval Fangouainon, c'est jalon autour acquis. Et j'envoie toutes mes pensées pour un plan de rétablissement. Et permettez-moi de profiter de l'occasion qui m'est offerte de vous remercier au nom du RDPC d'avoir convié à cette grande tribune d'échange et de partage. Et enfin, permettez-moi de dire bonsoir à Onumgi. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Paul Biya. Merci Charles Lisan, vous êtes militant du RDPC et puis conseiller municipal, grand conseiller également, je crois, à la grande ville de Douala, c'est comme ça que ça s'appelle? Non, c'est mieux de dire conseiller à la mairie de Douala. À la mairie de Douala. Parce que quand vous dites grand conseiller, oui, ça revient à la communauté urbaine. Non, c'est comme s'il y a petit conseiller et grand conseiller. Non, nous sommes tous des conseillers. Et maintenant, pour nous différencier, on va dire conseiller à la mairie de ville. Ouais. Il n'y a pas de grande ville, il n'y a pas de super mairie, non. C'est la mairie de la ville. C'est vrai que c'est nouveau, on aura le temps de s'habituer à ces différentes appellations. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci aussi, merci. Pierre Vignan, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là. Merci de nous avoir accordé cet honneur, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, d'être invité sur ce plateau. Je profite de cette occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à un ami proche qui est très actif. Nous l'appelons généralement, Général, M. Nouboussi, qui est souffrant depuis quelques temps. Et j'ai une pensée profonde également pour tous les cas positifs du coronavirus de par le monde entier. Et également, j'adresse mes prières de rétablissement à tous ceux qui sont dans des soins intensifs dus au coronavirus en ce moment. Et donc, merci. Merci Pierre Vignan. Vous êtes donc militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Nous aurons deux autres personnes en ligne pour évoquer ce sujet en rapport avec l'éducation. Roger Kafo, bonsoir. C'est un plaisir d'être... Allô? Oui, Roger Kafo, vous écoutez, vous êtes à l'antenne. Oui, je disais donc c'est un plaisir pour moi d'être sur votre antenne et j'en profite pour souhaiter un bon rétablissement à Serge Alain qui a battu ces derniers temps un travail formidable. Je voudrais aussi saluer tous
les enseignants et tous les responsables des syndicats d'enseignants du Cameroun ce soir. Évidemment, ils auront compris, vous êtes membre, vous êtes syndicaliste et vous êtes également, bien évidemment, enseignant, bien évidemment, avant d'être syndicaliste. Et on vous a vu au Four au Moulin depuis 2016, en tout cas depuis le début de la crise anglophone, au Four au Moulin, dans les différents comités pour travailler à la question de la résolution de cette crise-là. Et une fois de plus, vous êtes sur la sellette avec cette annonce qui vient d'être faite, selon laquelle l'école pourrait rouvrir le 1er juin prochain. On revient à vous dans quelques secondes. Nous aurons également dans cette émission d'Equinox ce soir, Georges Alain Bougna, qui est également enseignant et qui est en ce moment aux États-Unis. Nous aurons également la possibilité d'avoir son point de vue sur le sujet du jour. Alors, je commence avec vous, Pierre Biam. Le président de la République a fait annoncer par le Premier ministre chef du gouvernement un ensemble de mesures hier, 3 grandes annonces, dit-on, parmi lesquelles celle d'un éventuel retour à l'école le 1er juin prochain. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas de gaieté de cœur de savoir que nos enfants sont à la maison depuis pratiquement 1 mois. Et ça augure un lendemain meilleur parce qu'il faut effectivement que les enfants reprennent les cours. Mais cependant, vous savez, il faut qu'on précise un certain nombre de choses. Le coronavirus aujourd'hui, c'est un projet. C'est un projet d'ordre public qui est géré comme tous les projets que nous connaissons. Alors, avant de reconduire certaines mesures, parce que je prends l'exemple des mesures dont on a annoncé qu'on va reprendre, il faut essayer de faire le diagnostic de la situation. Il faut évaluer les actions qui ont été menées. Donc la reprise des cours entre dans le cadre du déconfinement des enfants. Et puis, quand je dis enfants, des écoliers, des élèves, des universitaires, des étudiants et des enseignants. Alors, avant de faire le déconfinement, il faut évaluer d'abord un certain nombre de choses pour voir si la mesure qui a été prise, celle qui demandait qu'il reste à la maison, a été respectée. Si cette mesure a atteint des objectifs escomptés. Donc, on sait que généralement, beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans la rue. Mais déjà, je tiens à saluer cette mesure qui a mis à l'abri nos enfants. Vraiment, il faut tirer le chapeau pour cette mesure-là qui a protégé nos enfants jusqu'à preuve du contraire. Alors, Charles Lisan, j'imagine que vous devez applaudir de demain cette mesure de reprendre l'école le 1er juin prochain. Oui, bon, j'applaudis parce que je suis d'abord parent. Je suis parent et j'ai aussi grand frère de beaucoup de petits frères qui vont à l'école, à l'université et tout. On applaudit, ça veut dire, tout simplement dire, la leçon à tirer à travers cette mesure, c'est que le gouvernement de la République du Cameroun a pris la mesure et est prêt à assumer. Ça, il faut qu'on le dise. Le retour des enfants à l'école, ça veut dire que tout est prêt pour que quelque chose aille. Mais avant de donner cette décision, il faut dire que cela fait partie d'un accompagnement, d'une panoplie de mesures que le chef de l'État a pris parce qu'il estime, d'après le retour de terrain, que tout peut bien se passer. Vous savez, l'urgence, c'était d'abord de confiner la maladie. Permettez-moi d'utiliser ce terme, en mettant en place toutes les infrastructures sanitaires qui peuvent soigner les Camerounais. À partir de ce moment, le deuxième palier, c'est est-ce que les Camerounais respectent les mesures, les 13 mesures, plus les 7 autres qui ont été ajoutées plus tard après la rencontre avec les partis politiques? Oui. Alors le gouvernement estime qu'on peut reprendre l'école le 1er juin. Le 1er juin, ce n'est pas à côté. Il y a tout le mois de mai qui va passer et tout. Et le plus important aussi, c'est que les mesures d'accompagnement. Il faut bien qu'on fasse comprendre à ceux qui nous suivent que le gouvernement, chaque ministre dans son département ministériel est en train de préparer la riposte au niveau de l'enveloppe financière à proposer, qui va passer d'abord au niveau de la Chambre des représentants, c'est-à-dire à la Chambre basse du Parlement, et enfin être proposé au Premier ministre sur validation du chef d'État plus tard. Voilà les mesures qui sont prises et on ne peut qu'applaudir parce que nos enfants iront à l'école. Et c'est clair que ce que nous demandons, nous parents, il ne s'agit pas de l'homme politique qui parle, c'est que ces ministères qui sont en charge
de l'éducation de nos enfants, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement de base, le ministère de l'enseignement secondaire et le ministère de l'enseignement supérieur. Et à la moindre mesure, celui de l'emploi et de la formation professionnelle, qu'il y ait une communication adéquate. Parce que, pour vous le dire, quand un enfant reprend les cours le 1er juin, c'est un cataclysme cérébral, c'est un changement radical de comportement. Il faut préparer les enfants à cette rentrée. Il faut que les enfants comprennent que quand celui-là sait que le 1er juin, il doit aller en vacances, il doit repartir à l'école. Il faut bien qu'on explique à celui qui va faire le CEP, celui qui fera le BEPC, celui qui fera le probatoire. Il faut qu'on explique tout ça. Il faut donc qu'il y ait une communication adéquate, aguerrie, appuyée, pour que les parents et les élèves comprennent que la reprise de l'école le 1er juin est importante. Et encore plus important que toutes les garanties ont été prises pour qu'un enfant n'aille pas à l'école et revienne à la maison atteint du coronavirus. Roger Kafo, vous avez certainement appris cette mesure-là. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que syndicaliste, en tant qu'enseignant? C'est risqué ou c'est possible? La première chose que je voudrais faire savoir, c'est que cette mesure, elle a été prise comme la plupart des mesures que le gouvernement prend, c'est-à-dire de façon unilatérale. Les syndicats, les partenaires sociaux n'ont pas à aucun moment été associés à la réflexion pour contribuer à faire prendre ces mesures-là. Et ça, c'est un problème que nous avons au Cameroun. Je vais prendre l'exemple d'un pays voisin, le Gabon, où le ministre de l'Éducation nationale a réuni tous les syndicats et ils ont ensemble réfléchi sur les mesures les plus appropriées, déjà pour assurer la continuité de l'éducation des jeunes pendant le confinement, puis envisager le déconfinement. Ici au Cameroun, on pense que le ministère sait tout et qu'il peut tout faire tout seul. Ça peut être vrai, mais dans tous les cas, nous pensons que quand on a des partenaires de bonne volonté, c'est toujours une bonne chose de requérir leur avis, surtout lorsqu'on est dans une situation de crise. Revenant particulièrement sur cette date du 1er juin, je voudrais dire que nous devons analyser le choix de cette date en tenant compte d'un certain nombre de conditions. La première de ces conditions, ça serait que la pandémie ait atteint un pic ou un plateau et qu'on puisse se dire qu'à partir du moment où on a atteint le pic ou le plateau, il y aura forcément une décrue qui va commencer dans la mesure où un nombre très important de personnes seraient déjà immunisées. Alors ça, c'est la première condition. La deuxième condition, à mon avis, c'est qu'il faudrait penser à la généralisation des masques. Et quand on voit la façon par laquelle les masques sont fabriqués aujourd'hui, je serais étonné si on continue à s'approvisionner de la même manière, qu'il soit possible d'avoir une généralisation effective des masques d'ici là. La troisième condition, c'est qu'il faut penser véritablement à la situation de nos classes dans sa réalité même. Vous savez que dans la plupart des cas, nous avons affaire à des classes pléthoriques, des classes de 80, de 100, de 120, et même dans le cas où on aurait atteint le pic ou le plateau, comme cela se dit dans le monde entier, parce que nous ne sommes pas isolés, on n'est jamais à l'abri d'une reprise de l'épidémie. Et remettre les élèves dans les classes à 80, à 100, cela pourrait être le meilleur moyen de relancer l'épidémie. Donc il faut déjà songer à comment est-ce qu'on va gérer cette classe pléthorique au cas où les autres conditions seraient réunies pour une reprise des classes le 1er juin. Et je voudrais signaler une chose qui me semble importante, parce que dans cette première phase de l'épidémie, nous avons vu les médecins monter au front, comme on les appelle les premiers de cordée. Et il y a eu beaucoup de dégâts collatéraux parmi eux en raison du fait que les mesures de sécurité, les équipements de sécurité leur ont fait défaut. Alors, à partir du 1er juin, il faut déjà signaler que ce sont les enseignants qui vont passer en première ligne. Et je ne sais pas si on est en train de prévoir des mesures de sécurité, parce qu'un enseignant qui aura devant lui 80 jeunes qui n'auront pas
préalablement été testés pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs. On peut imaginer le risque que chaque enseignant qui va entrer dans une classe à partir du 1er juin va courir. Alors je souhaite qu'on pense tout de suite qu'on commence à envisager les mesures qui vont permettre que ces enseignants-là, et les collègues, je les connais, ils sont très impatients, ils ont envie de rentrer en classe. Mais il ne faut pas que ça soit pour se retrouver le lendemain dans un lit d'hôpital. Donc je crois qu'il est important qu'on pense à prendre un certain nombre de mesures pour permettre à ces enseignants-là, au cas où les conditions permettraient une reprise des classes le 1er juin, pour qu'ils ne soient pas indûment exposés. Je termine cette première prise de parole en évoquant les examens parce qu'il faut rappeler qu'au fil des ans, le 3e trimestre a pratiquement disparu dans l'enseignement secondaire et peut-être plus ou moins aussi dans l'éducation de base. Et donc, les enseignants habitués à voir un 3e trimestre inexistant ont progressivement repositionné leur cours dans les 2 trimestres qui sont de véritables trimestres d'enseignement. Ce qui veut dire que, rendu en mars, un grand nombre d'enseignants avaient quasiment achevé leur programme et étaient entrés dans la phase des révisions. Donc, il faut qu'on tienne compte de ça et que dans cette perspective-là, l'annonce de la reprise des classes le 1er juin soit accompagnée d'une programmation des examens. Parce que là, les enseignants et leurs élèves aujourd'hui ne pensent pas seulement à la reprise des classes, ils pensent aussi aux examens certificatifs. Voilà ce que je peux dire dans cette première prise de parole. Alors, peut-être avant de revenir sur le plateau, 2 questions importantes, Roger Cafo, sur cet aspect-là. La première question, c'est justement en rapport avec cette affaire des examens officiels et peut-être le taux de couverture des programmes scolaires. Vous indiquez que avec les 2 premiers trimestres, en réalité, l'essentiel des enseignants ont déjà couvert la grande majorité du programme. Certains estiment même autour de 70% le taux de couverture des programmes scolaires, notamment pour les classes d'examen, pendant les 2 premiers trimestres. Est-ce que vous pensez que ce 3e trimestre qui pourrait démarrer le 1er juin pourrait déboucher peut-être dans les 4 semaines qui suivent à un calendrier d'examen officiel? Est-ce qu'on pourrait, de façon plus précise, dès le retour à l'école le 1er juin, envisager à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet le début des examens officiels? Oui, je pense effectivement, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la question des examens, pour dire que, à mon sens, on doit programmer une éventuelle rentrée en classe le 1er juin dans la perspective des examens. Parce qu'en fait, cette rentrée-là, pour beaucoup d'enseignants et leurs élèves, aura comme sens de leur permettre de pouvoir mettre la dernière main à la préparation des examens. Et là, je parle toujours sous la condition que le contexte de la crise, de la pandémie, permette effectivement qu'il y ait une reprise le 1er juin sans que ce soit une manière de mettre en danger ni les élèves ni leurs enseignants. Et donc, je voudrais insister là-dessus pour dire que effectivement, il est tout à fait possible d'envisager à partir du 1er juin, dans les semaines qui viennent, que les examens officiels puissent être organisés. Parce qu'en fait, on se retrouve assez curieusement cette année dans un contexte où quelque chose d'anormal que nous avons critiqué pendant des années, dans le contexte des crises peut servir. Parce qu'en fait, nous avons tout le temps dit que c'était anormal qu'on ait un 3e trimestre qui n'en est pas un. Et pendant longtemps, ce 3e trimestre-là a été un 3e trimestre où on venait juste faire les épreuves pratiques des examens, les épreuves sportives, parce que, en fait, le temps ne permettait plus véritablement de dispenser des cours qui étaient prévus sur la progression. Et donc, les enseignants ont eu le temps de s'adapter au fil des ans, et ceux qui suivent véritablement leur progression sont effectivement au moins autour de 75%
des taux de couverture des programmes et même des enseignements. Et donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut, je me résume, s'assurer que les conditions d'un retour le 1er juin existent et que ce ne sont pas, que ce n'est pas un retour qui va mettre en danger ni les élèves, ni les enseignants. Et d'ailleurs, en mettant les deux catégories en danger, on met automatiquement en danger les parents qui sont à la maison. Donc, on recrée la chaîne de contamination. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il y a les tests et qu'on teste un maximum de personnes pour s'assurer qu'on a atteint le pic ou bien le plateau. Et ensuite, qu'on pense à la reprise des classes le 1er juin en même temps qu'à la programmation des examens certificatifs de fin d'année. Voilà, Roger Kafo, vous restez en ligne, le temps d'avoir l'avis des hommes politiques sur ce plateau. Charles Élisan, le syndicaliste évoque un certain nombre de conditions qui, de son point de vue, sont essentielles à la reprise des cours. Il parle notamment de la question des masques, la généralisation des masques, la nécessité de revoir les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Il faut rappeler quand même que le 17 mars dernier, lorsque le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid, dans les 13 mesures qui avaient été prises, on parlait de la réduction des effectifs, de l'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes. On va se retrouver à partir du 1er juin avec ces classes pléthoriques et c'est un problème que souligne Roger Kafo. Et un autre élément qu'il a évoqué, c'est la question de la sécurité des enseignants. Est-ce que les enseignants qui vont se retrouver devant les élèves ce 1er juin-là auront bénéficié au préalable de la protection maximale, d'abord pour eux et ensuite pour les élèves qui sont appelés à dire. Est-ce que vous pensez que d'ici à là, ces conditions peuvent être réunies pour un véritable retour à l'école? Je voudrais dire à M. Kafo que le fait de programmer la reprise des cours le 1er juin, c'est parce que dans les prospectives de l'État du Cameroun, du gouvernement, ils ont estimé que le pic, d'après les informations qu'ils ont reçues des experts du ministère de la Santé, sera atteint dans quelques semaines. Le pic donc sera atteint, il faudrait donc qu'il y ait des infrastructures sanitaires adéquates pour accueillir le flot de Camerounais diagnostiqués positifs au Covid-19. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des aménagements spéciaux qui ont été faits dans la ville de Yaoundé, avec notamment le stade militaire, le magasin Orca en Vombi, l'hôpital général de Yaoundé, le centre des urgences de Yaoundé, et au niveau de Douala, où moi je vis, le stade Mbapé est en train d'être équipé au même niveau que le stade militaire. Le pavillon Samuel Eto'o à l'hôpital Akintini, l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, l'hôpital général de Douala. C'est parce qu'on s'attend à un pic. Donc, au niveau de la réponse sanitaire, c'est bon. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que au niveau des masques, je voudrais lui faire comprendre que la SICAM est en train de produire 15 millions de masques le mois. Au moment où je vous parle, l'école polytechnique de Yaoundé est en train de produire des masques avec l'aide d'un pays ami qu'on appelle l'Israël. Et maintenant, vous avez toutes les PME camerounaises qui, comme ça, on a demandé de fabriquer, mais en respectant les normes qui ont été fixées il y a 2-3 jours par le ministère des Mines avec l'appui de la Nord. À ce niveau-là, tout ce que nous souhaitons, c'est que ces masques-là soient à vil prix et même pourquoi pas distribués à nos enfants qui iront à l'école. La troisième chose que je vais faire comprendre, c'est que c'est justement pour ça que le ministère de la Santé publique a mis en place des jeunes formés qui vont de manière mobile se déplacer de domicile en domicile pour faire des tests. Je souhaite que cela soit plus perfectionné, dans le sens où on peut placer des équipes dans les établissements déjà pour accueillir les enfants qui viennent à l'école. Mais quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec lui au niveau du décongestionnement des salles de classe. À partir du moment où on a décongestionné les hôpitaux en créant des espaces hors cadre conventionnel. Mais sur le plan opérationnel, comment est-ce que cela va s'opérer? Je vais comment ça va s'organiser? Parce que dire décongestionner les salles de classe, c'est pas les salles de classe de 80, 90. Comment ça va se faire? Est-ce qu'entre-temps, il faudra construire une nouvelle salle de classe? Est-ce qu'on a construit un nouvel hôpital? Quand on réquisitionne le stade Mbappé pour faire on peut aussi réquisitionner les gymnases.
on place des chaises. C'est-à-dire, on n'invente pas le fil à couper du beurre, on le perfectionne. On peut réquisitionner, c'est-à-dire à proximité du lycée Diocépin des Armes, qui est un centre d'examen. On réquisitionne, il y a tout un camp militaire à côté qui a des gymnases. On désinfecte, on aménage. Et d'un commun accord, et là où je suis d'accord avec lui, et là j'interpelle le gouvernement, c'est qu'il faut qu'on associe les syndicalistes qui sont les enseignants, qui sont les premiers à l'offront, pour qu'ensemble ils trouvent des solutions pour permettre une adéquation normale. On peut décongestionner les salles de classe, c'est facile à le faire. Si on a pu faire pour les hôpitaux qui nécessitent des moyens plus techniques, plus sophistiqués de confinement, pourquoi pas les salles de classe? On peut le faire. Alors, vous êtes rassuré par le développement que fait Charles Élizan sur les conditions qui pourraient être maximales le 1er juin pour un retour serein à l'école? J'ai beaucoup d'inquiétudes. Mes inquiétudes reposent sur le dispositif qui est déjà en place au niveau de nos établissements scolaires. Moi, je suis passé tout à l'heure devant l'école publique de Lobissou. Vraiment, je peux vous dire que c'est la merde. Ce sont des écoles publiques où même les toilettes, il n'y a pas un endroit où un enfant puisse aller confortablement faire des besoins, se soulager. Donc, en plus, s'il faut tenir compte du fait que ce sont des établissements où il n'y a pas, les dispensaires ne sont que sur, c'est-à-dire qu'ils n'existent que sur le papier. Mais dans la pratique, si un enfant se blesse, même le cryochrome, on ne peut pas essayer de soigner l'enfant. Donc, ça veut dire que il faut qu'un travail de fond soit fait. Un travail de fond doit être fait. Les différents ministères, à eux seuls, ne peuvent pas résoudre ce problème. Une fois de plus, c'est l'occasion de faire des états généraux de l'enseignement au Cameroun, que ce soit au niveau de l'enseignement de base, l'enseignement secondaire ou l'enseignement supérieur. Nous avons encore presque 2 mois pour préparer cette reprise des cours. Alors, ça rentre dans le cadre de ce que nous, au niveau de... on est au 17. 1 mois et demi, pratiquement. Ça rentre dans le cadre de ce que nous avons toujours préconisé au niveau du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous avons toujours pensé que une commission nationale de riposte pour la pandémie du coronavirus et la protection des Camerounais devait être créée. Dans toutes les sorties du professeur Kamto, dans ses différentes déclarations, il n'a cessé de le marteler. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, ce sont les syndicalistes qui sont en train de se plaindre parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la situation. En termes de déploiement, sur le plan pratique, vous ne pouvez pas pouvoir mener une telle opération, parce que tout à l'heure, Charles Élizan a parlé de du décongestionnement des salles de classe. C'est très pertinent. Ce sont des problématiques auxquelles il faut répondre. Cette fois-ci, comme les cours reprennent, il faudrait combien d'élèves par classe? Combien d'élèves par table-banc? Faudrait-il qu'il y ait un élève par banc? Faudrait-il qu'il y ait un élève, on saute un banc et on met un autre après? Et on connaît généralement que les salles de classe, au niveau par exemple du secondaire, il y a les classes de 6e, 5e qui ont jusqu'à 150 élèves. Comment ça va se passer dans la pratique? Alors, c'est le moment maintenant de créer une plateforme de travail inclusive avec toutes les forces vives de la société, non seulement les différents ministères. Il faut intégrer les syndicats des enseignants, il faut intégrer même les partis politiques, il faut intégrer même les autorités traditionnelles et tout ça, parce que vous ne pouvez pas, je prends un cas pratique, vous arrivez au lycée de Lopom, ou chez moi à Lobissou, vous arrivez à l'école publique de Lobissou, et l'État décide maintenant de diminuer le nombre de places par classe, et se retrouve confronté à une situation, il faut réquisitionner les salles à côté. Vous pensez que moi, président d'une association, ces séances tenantes que vous allez venir arracher peut-être mon foyer pour le transformer en salle de classe, alors qu'au préalable, si le sous-préfet de Douala 5e avait convoqué, je prends un exemple, les chefs de village de Lobissou, les présidents des associations, pour leur poser le problème, que voici une situation, comment est-ce qu'on peut faire pour que, à la reprise des cours, on puisse avoir des salles supplémentaires au niveau de Lobissou. Je prends un cas concret. Donc, je crois que nous sommes tous d'accord. Vous la nécessitez une fois de plus des concertations. Voilà. Et une chose que j'aimerais ajouter au niveau, par exemple, du supérieur. Vous voyez, le mensonge souvent a de longues jambes. Voici une occasion où
on devait mettre en avant le e-learning au Cameroun pour l'enseignement supérieur. Si les ordinateurs de 32 gigas égale à 500 gigas étaient encore disponibles entre les mains des étudiants, il y a belle lurette que depuis l'arrêt des cours, les universités publiques et privées auraient lancé une plateforme de e-learning qui aurait permis aux étudiants de continuer à prendre les cours jusqu'à ce jour. Mais puisqu'on est dans un pays où il y a toujours le bluff, où sont les ordinateurs de 32 Go égale à 500 Go? Ces ordinateurs n'existent plus. Les enfants ont vendu ces ordinateurs à 10 000 francs au quartier parce que étant tellement de mauvaise qualité. Donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire qu'on ne construit pas un pays comme si on est en train de faire le sel sur une... Alors là, vous rejoignez, là, je crois qu'au moins sur un aspect, vous rejoignez Charles Elie, qui estime que le gouvernement doit élargir les concertations aux syndicalistes et à beaucoup d'autres structures pour avoir des points de vue divergents et savoir exactement comment est-ce que ça peut s'organiser. Je vais vous dire Junior Binyam, il m'excuse. Pierre-Emmanuel aura beau. C'est-à-dire, il va faire les efforts de rester un être humain. Rester le parent, le citoyen, mais le petit démon de leur parti va toujours réapparaître. Il faut à tout prix prononcer le nom du patron. Il faut à tout prix dire que chez nous, à la Renaissance... Junior, je m'excuse. Monsieur Binyam, non. C'est-à-dire, on est à un niveau où c'est une concertation solidaire et unie de tout le monde derrière le gouvernement pour l'aider. J'ai aimé les propositions du syndicaliste. Et c'est clair que si les autorités de cette République nous suivent, il n'est pas normal de mettre en place des mesures pour la reprise de l'école sans que les syndicalistes, bon, s'ils disent ce qui est vrai, parce qu'on ne sait jamais, sans qu'ils soient associés. Le ministre des Transports a causé avec les syndicats des transporteurs pour désamorcer une potentielle grève. Ça se fait. Le Premier ministre étant en contact avec les partis politiques, alors là, vous n'allez pas aussi faire un procès au gouvernement de causer avec les partis représentant l'Assemblée nationale. Vous avez dit tous les partis politiques. Et puis ne croyez pas que quand vous n'êtes pas là, rien n'avance. Non. Vous choisissez de ne pas être là, ça avance. Donc ne rentrons pas dans la politique politicienne. Nous sommes dans un plateau qui fera des propositions énormes au gouvernement pour que ça avance. Je voudrais lui faire comprendre que quand vous dites que les enfants ont vendu leurs ordinateurs, vraiment, si j'ai mon petit frère à la maison, j'en ai deux qui en ont bénéficié. Il y a un qui est à l'ESTIC, l'autre est à l'INSET. Ils n'ont pas vendu leurs ordinateurs. Et ça fonctionne toujours. Ça fonctionne. Si votre petit frère a vendu son ordinateur, c'est son problème. C'est-à-dire il est de mauvaise foi comme les gens de votre parti. Bon, maintenant, non, il faut... Et puis l'homme se découvre face à l'obstacle. Je dis, cette histoire de coronavirus est venue mettre en place beaucoup de choses. Il va falloir améliorer, mon cher ami. Mais la question du e-learning, c'est une question qu'il faut développer. On va retrouver Roger Carrefour. Roger Carrefour, il y a certains syndicalistes comme vous, d'autres enseignants qui ont proposé tout simplement que le troisième trimestre ou que le troisième trimestre soit carrément annulé et que, notamment pour le secondaire, et que les notes annuelles soient considérées, je veux dire, que les notes annuelles à considérer soient les notes du premier et du deuxième trimestre. Ils ont également suggéré que cette date du 1er juin puisse peut-être être considérée pour l'enseignement supérieur, parce que de son point de vue, au niveau de l'éducation de base, ça va être extrêmement difficile avec les tout-petits de moins de 10 ans qui ne pourront pas intégrer correctement les mesures barrières, par exemple, si au 1er juin, on y est encore, ça va être un tout petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une préoccupation justement intéressante. Et cela doit vous rappeler que dans mon premier propos, j'ai beaucoup insisté sur le glissement du calendrier normal de l'année scolaire. En fait, les trimestres ne comptent plus dans la séquence, la séquenciation de l'année scolaire. On parle des séquences. Et lorsque vous regardez, la plupart des enseignants ont évalué déjà la 5e séquence. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus dire qu'il faut
ne pas considérer le troisième trimestre. Il faut parler de séquences. Combien de séquences sur les 5 séquences qui sont effectivement enseignées et évaluées aujourd'hui dans l'enseignement secondaire et je crois aussi dans l'éducation de base, parce qu'en fait la 6e séquence, c'est une séquence qui est programmée pour la fin du mois de mai, fin mai-juin, et c'est une séquence qui, sur le plan pratique, ne se fait pas. Alors, je dis donc que les 4 premières séquences sur les 5 ont déjà été évaluées. Beaucoup d'enseignants ont évalué déjà la 5e séquence. Il reste que les enseignants achèvent d'évaluer la 5e séquence. Et c'est pour cela que généralement, lorsqu'on revient des congés de Pâques, la plupart des enseignants qui ont évalué la 5e séquence viennent faire des rémédiations avec leurs élèves, puis des révisions. Donc, il n'est pas question de dire qu'on ne considère pas le 3e trimestre, parce que c'est une donnée qui n'entre plus en compte dans l'évaluation de l'année scolaire. Il faut voir combien de séquences ont effectivement été enseignées et évaluées, et voir si, avec ces séquences-là, on peut considérer qu'une année scolaire a été faite à un niveau acceptable pour pouvoir la valider. Maintenant, pour revenir à la situation des jeunes de l'école primaire, il faut penser que même avec le secondaire, on n'est pas sûr que les élèves du secondaire qui entrent aujourd'hui très jeunes en 6e, aller dans les classes de 6e, 5e, 4e, vous allez trouver des enfants extrêmement jeunes qui ont effectivement du mal à pouvoir se comporter comme se comportaient leurs aînés en 6e, 5e, 4e autrefois. Et donc ça va être extrêmement difficile, non seulement en raison de la jeunesse de ces générations d'aujourd'hui, mais également, comme nous l'avons dit, en raison du contexte pléthorique des classes. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, les syndicats, nous disons que les décisions qui se prennent au ministère sans associer les syndicats qui sont des structures qui sont sur le terrain. Parce que c'est ça la différence qu'il faut souligner. Pour dire que lorsque au ministère on réunit un certain nombre d'administratifs autour du ministre, il faut dire qu'il ne conteste pas les positions du ministre. Ça, c'est un problème. Ils peuvent induire le ministre en erreur simplement parce qu'ils ne peuvent pas contester les positions du ministre. Et donc, c'est pour ça, disons qu'il faut des voix qui peuvent refléter avec une certaine exactitude la réalité du terrain. Et c'est pour ça que nous, les syndicats, nous demandons qu'on nous associe, pas parce que nous avons quelque chose de personnel à gagner dans cette association. J'ai toujours dit que c'est une participation gagnant-gagnant pour l'État d'associer les syndicats, parce que un certain nombre de réalités que la chaîne administrative repugne à exposer à l'administration, et bien les syndicats n'ont aucune raison de ne pas le faire, dans l'intérêt même, bien compris, à la fois de l'école, des jeunes, des enseignants. Et c'est pour ça que nous pensons que si les conditions le permettent, qu'il y ait un retour en classe le 1er juin, ce retour doit être soigneusement préparé, rien ne doit être mis au hasard. Et pour s'assurer que cette préparation se fasse de façon objective, sans langue de bois, nous pensons qu'il faut associer les syndicats. Il faut peut-être associer aussi un certain nombre de membres de la communauté éducative. Alors, Roger Kafo, en attendant peut-être que vous soyez conviés à ces échanges-là, quelle idée avez-vous? Je veux dire, quelle suggestion peut-on faire sur les questions que vous avez évoquées et qui sont fondamentales de votre point de vue pour une reprise sereine des cours? Vous avez parlé de la question de la sécurité des enseignants et vous avez parlé de la question du décongestionnement des salles de classe. Je veux dire, comment est-ce que cela peut s'opérer? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez déjà menée et pour laquelle vous avez des propositions que vous pouvez faire au gouvernement? Voilà, je ne sais pas si le plateau de télévision est l'endroit le plus approprié pour faire des propositions au gouvernement, mais on ne sait jamais.
Ce sont déjà, ces suggestions sont déjà en tant que telles des propositions. C'est-à-dire qu'en fait, nous pensons que on ne peut pas faire revenir les élèves dans les salles de classe s'ils n'ont pas chacun le masque. Nous savons qu'un masque par jour, ça ne suffit pas. Il faut plusieurs masques par jour. Donc, ça, c'est une première chose que nous proposons et il faut s'assurer. Il ne faut pas dire aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école le 1er juin avec des masques parce que nous savons que beaucoup de parents n'auront pas les moyens de le faire. Il faut que les enfants trouvent ces masques-là à l'entrée de l'établissement pour ceux qui n'en auront pas. Et ça, c'était très important. Première chose. Deuxième chose, nous disons que les enseignants doivent également pouvoir bénéficier d'un maximum d'équipements de protection. Parce que beaucoup de ces enseignants-là sont dans la tranche d'âge vulnérable. Il faut qu'on le sache. Et quand ils seront exposés, eh bien, nous savons très bien que même si on est en train d'améliorer le plateau technique de nos hôpitaux et les équipements des hôpitaux en appareils respiratoires, on a vu dans les grands pays que cela ne suffit jamais. Même aux États-Unis, en France, ils ont été à court à partir d'un certain seuil. Et nous sommes là en train d'envisager une situation qui pourrait, si elle dégénérait, déboucher sur une ruée vers les hôpitaux. Donc il faut prévoir pour les enseignants un maximum d'équipements de sécurité. Et je suis sûr que les enseignants seront très contents de rentrer en classe si ces conditions sont réunies. La plupart de ceux qui m'appellent, justement, ils me disent qu'ils s'ennuient. Ils me disent qu'ils se rongent le frein, ils ont envie de se remettre au travail. C'est une chance pour le Cameroun d'avoir des enseignants qui ne sont pas bien traités, mais qui aiment leur travail. La moindre des choses, ça serait au moins que si on veut les jeter au front en première ligne, comme ça sera le cas le 1er juin, qu'on s'assure que les conditions de leur protection sont réunies et que s'il y a casse, que ce ne soit parce que ces conditions n'étaient pas réunies. Maintenant, concernant la gestion des classes pléthoriques, c'est pas une réflexion qu'on peut faire à la va-vite. Il faut prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir, d'échanger pour voir comment est-ce que on peut faire en sorte que, puisque nous sommes dans la tranche de la 5e séquence, où on se dit qu'un certain pourcentage et le taux de couverture des enseignements n'est pas forcément le même à tous les niveaux. Ce qui fait que lorsqu'on parle de déconfinement progressif, comme on l'a dit en France, on peut tabler sur un retour progressif des élèves en classe. Faire en sorte que ce n'est pas dans un établissement comme le lycée bilingue de Dedo qui a plus de 5 000 à 6 000 élèves, qu'on se retrouve pas le 1er juin avec 6 000 élèves se bousculant sur le préau du lycée bilingue de Dedo. Qu'on envisage la possibilité de les faire venir par tranche ou bien par mi-temps. Il y a un ensemble de possibilités envisageables et je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir sérieusement à ça et d'associer à cette réflexion non seulement les syndicats mais le maximum des membres de la communauté éducative parce que, voyez-vous, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, un enfant qui retourne le 1er juin et qui prend le Covid-19 rentre le donner à son parent à la maison et son parent ayant la tranche vulnérable et on voit ce que ça peut donner comme conséquence. Voilà, merci Roger Kafo. Alors, Pierre Bignan, je pose la question maintenant aux spécialistes de communication et marketing. Est-ce que une mesure comme celle-là, cette annonce comme celle que vient de faire le gouvernement sur la reprise des cours, quels peuvent en être les avantages et les inconvénients? Je pose la question parce que en apprenant que l'école reprend le 1er juin, le sentiment qu'on peut avoir dans l'imagerie populaire, c'est qu'au 1er juin, tout sera revenu à la normale dans notre pays. Bon, la première chose que j'aimerais préciser ici, c'est que le coronavirus, la crise du coronavirus, c'est une crise sanitaire qui frappe le monde entier. Et le Cameroun n'est pas le seul pays qui a fermé les écoles. Alors, pris sous cet angle-là, on va comprendre tout de suite que nous sommes en situation de guerre. Nous savons que
pas loin de nous, de chez nous, dans le Nozo, ça fait pratiquement beaucoup d'années aujourd'hui que les enfants ne vont pas à l'école. Les cours ont repris progressivement, mais timidement. Donc ça veut dire qu'il faut déjà que dans l'imagerie populaire, qu'on intègre le fait que nous sommes en guerre. Et que la reprise des cours ne soit pas comme une forme, excusez-moi le terme, de dysenterie qu'il faut, c'est-à-dire évacuer. À partir de ce moment, on doit se poser les vraies problématiques. Là où il y a de grosses inquiétudes, c'est au niveau de la sécurité de nos enfants. Comme le frère vient de le dire, la sécurité de nos enfants. Parce que, rassurez-vous, moi je ne vais pas laisser mes enfants, j'en ai qui sont en classe d'examen, je ne vais pas laisser mes enfants aller à l'école, sachant qu'ils vont me ramener le coronavirus et me finir leur mère, et nous tous qui sommes des personnes adultes, parce qu'ils ont quand même une capacité de pouvoir gérer la maladie, le virus. Donc, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de dispositifs déployés dans les établissements. Par exemple, les tests à l'entrée de chaque établissement scolaire, qu'il soit privé ou public, qu'il soit secondaire ou universitaire, qu'on déploie les tests gratuits, systématiquement pour tous les élèves qui vont entrer, les enseignants et les encadreurs, pas de visiteurs. Tout à l'heure, mon frère Élise en était en train de parler du dispositif de sécurité sanitaire qui est déjà bon. Moi, je pense que ce n'est pas encore bon. Ce n'est pas encore bon. Parce que pour ce qui concerne les enfants, pour les plus grands, ceux qui sont à l'université, ils peuvent gérer, mais pour les plus petits, il faudrait qu'il y ait un renforcement pour les établissements qui ont par exemple des petits dispensaires. Parce que nous on a grandi dans ce rythme-là, dans chaque établissement scolaire, il y avait au moins un petit bureau à l'intérieur duquel on trouvait quelques médicaments de première nécessité. S'il y en a encore, c'est le moment de renforcer ça. S'il n'y en a pas, c'est le moment de faire, c'est-à-dire des déploiements, comme on est en train de voir ce qui se passe au stade militaire, que je félicite d'ailleurs. Parce que voilà un corps de métier qu'on a oublié pour la riposte à cette pandémie. Les militaires, l'armée. Tout le monde connaît le niveau de déploiement de l'armée. Tout le monde sait que l'armée est capable de construire un certain nombre, par exemple, de tentes, de faire un certain nombre de déploiements en si peu de temps. Donc, pourquoi ne pas mettre aussi l'armée à contribution pour déployer les centres de santé mobiles dans ces différents établissements scolaires? Et je suis d'accord avec pour le retour progressif. Parce il faut qu'on catégorise les établissements, qu'on fasse une étude de classification des établissements catégorie A, B, C, en fonction déjà des infrastructures, en fonction des résultats aux examens, en fonction des revenus des parents de ces établissements. Charles Lisan, avant de mettre un terme à cette première partie de Equinox ce soir, tout n'est pas mauvais. Hein. Vous voyez bien que Pierre Bignam observe qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais il émet des réserves sur un certain nombre de questions. Par exemple, sur la possibilité de maximiser les structures sanitaires ou les infrastructures sanitaires pour permettre effectivement qu'au moment où on aura atteint le pic, on soit en mesure de gérer la situation. Je vous ai fait comprendre tout à l'heure que quand le pic sera atteint, les mesures sanitaires qui ont été prises auront force à répondre. La riposte est là, elle sera bonne. La deuxième chose que je voudrais dire à mon frère Bignam, c'est que justement, c'est vous avez dit un truc très important. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'il ne faudrait pas qu'on soigne le palu avec des remèdes qui vont donner la lèpre. C'est pour ça que le président de la République a pris tout son temps pour pouvoir donner les mesures. Et n'oubliez pas que dans les 3 mesures prises, prolongement des mesures pendant 15 jours, la reprise d'école, la 3e mesure est quel est l'impact de cette maladie sur l'économie nationale et la réponse appropriée que le gouvernement doit donner pour appuyer tous les secteurs de la vie. Ça veut dire que l'école, le petit commerce, le transport et tout. Madame la ministre de l'enseignement secondaire, les ministres concernés par l'éducation sont en train de tabler dessus et ils ont 72 heures pour remonter vers le chef du gouvernement et ne soyez pas surpris que ce que nous faisons ce soir, qui prennent des notes. C'est ça l'échange. C'est vrai que de temps en temps, le parti doit revenir, il faut, mais ne vous en faites pas la réponse. Maintenant, au niveau des comprimés, quand nous étions à l'école primaire, au lycée, on distribuait les comprimés et tout. Je vous ai donné une nouvelle tout à l'heure, peut-être les autres prennent ça à la blague.
C'est vrai que vous avez pris votre ministre de la Recherche scientifique, vous l'avez prise comme un clone, mais ce qu'elle a dit est vrai. Il faut qu'on sache qu'elle est en train de produire 6 000 Sur cette question, de mesures d'accompagnement, lorsqu'on écoute le texte, l'annonce qui est faite, le sentiment qu'on a, c'est qu'on est encore dans le sillage de l'évaluation, alors qu'en réalité, dans d'autres pays, on est déjà à l'implémentation des mesures d'accompagnement. Justement, j'ai vu un pays qui a annoncé 1000 milliards de francs CFA et 3 jours plus tard, allait demander 340 millions au FMI. J'ai vu un pays qui a dit tous les locataires, les loyers sont gratuits, et le lendemain, on a vu tous les bailleurs de la ville dehors en train de faire les émeutes. Laissez-moi parler. J'ai vu un pays où on a dit qu'on donne 3 000 millions de dollars pour l'enveloppe, la riposte, et j'ai vu les populations aller casser les magasins. Donc il faut y aller je vous dis, on a un président de la République qui connaît ce qu'il fait. Il prend le temps d'étudier et la réponse arrive. Il a demandé à chaque ministère de donner une réponse appropriée et adéquate à ça. Et nous estimons, nous demandons que tout le monde soit approprié. Où sont passés les APE des établissements? Et même quand le syndicaliste demande ce que l'État associe les syndicalistes, que eux-mêmes au niveau des syndicats, il y a la guerre des syndicats. Il y a la guerre des syndicats. Et au niveau des établissements, il y a des établissements clandestins. En début d'année, on donne la liste des établissements clandestins, mais vous, ils sont en train de... Donc, quand l'État va même dire que bon, il faut qu'on appuie les établissements, il faut qu'on appuie les établissements conventionnels qui sont réglementaires et réglementaires. Alors, donc, à ce niveau, Pierre, il faut que tout le monde travaille dessus et on est le gouvernement à donner... On reviendra sur cette question dans la deuxième partie de cette émission, la question des mesures d'accompagnement. Il faut rappeler qu'il y a un certain nombre de structures qui font des suggestions. Il y a 24 heures ou 48 heures, il y a eu Proteriama et le mouvement ECA qui a fait des propositions au gouvernement dans le sens d'accompagner effectivement cette stratégie gouvernementale en matière de riposte contre le Covid-19. Alors, c'est un point final pour cette première partie de cette émission. Prochain, certains membres se rétractent, accusant leurs collègues d'œuvrer de connivence avec le gouvernement pour faire échec à ce mouvement de grève. Et ce soir, nous parlerons, nous évoquerons également cet échange entre le chef de l'État Paul Biya et l'ambassadeur de France au Cameroun Christophe Guilou. De sources bien introduites, nos reporters nous signalent que la France envisage apporter un appui financier au Cameroun à hauteur de près de 6 milliards de francs CFA pour booster la recherche scientifique dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 du Val-Fangwa. Merci Julienne Berthe Bissaï. On vous retrouve donc dans quelques minutes pour le journal de 20h. Madame, Monsieur, dans un court instant, donc la deuxième partie d'Equinox Soir, ce sera bien évidemment après le journal de 20h, le journal de Julienne Berthe Bissaï.